Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Là, ce sera l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h. Et pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022 et c'est toujours un véritable parcours du combattant pour récupérer son courrier dans le Nord Grande-Terre. Depuis le début du conflit social, les administrés doivent faire des pieds et des mains pour récupérer leur dû. Une situation qui est de moins en moins vivable. Le reportage. J'ai pas d'infos. Il n'y a rien d'affiché, même si le mouvement de grève, on ne sait même pas pourquoi ils sont en grève. Parce qu'il n'y a rien d'affiché, on n'a pas d'informations. Donc là, on attend, quoi, on subit. Le peuple subit. Et ça va pas aller, quoi. Vraiment, c'est un coup de chance que j'ai eu parce que tout le monde me disait qu'il fallait se lever à 4 h du matin pour venir récupérer son courrier. On n'était pas sûr de passer. Mais là, j'arrive, 35, voilà. Alors j'ai dit que c'était mon jour de chance, qu'un monsieur m'a dit que je devrais jouer à l'euro-million. J'ai fait des interventions sur RCI et pour leur dire un peu que franchement, on ne peut plus tenir parce que moi, je suis revenue en octobre. Et quelques temps après, la grève a commencé. Depuis, disons aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu de courrier. Alors donc on m'avait même dit d'écrire au directeur même de la poste, mais il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire. C'est un moment que nous attendons depuis le matin, c'est pas bon du tout, quoi. Et on va voir porter gamme, nous bien gentils tout ça, mais il va porter gamme assez. Tout le monde a dormi, il va marcher au ralenti, tout le monde a au ralenti. Non, ça va pas du tout, quoi. Il faut aussi se débrouiller aussi parce qu'il faut régler ce qu'on a réglé par Internet. Mais là, comme je dis toujours, mais il faut la facture papier aussi. Parce qu'on en a besoin pour justifier de son domicile, surtout si on n'a pas d'imprimante chez soi. Là, on espère vraiment que ça va s'arranger pour la population du Nord Grande-Terre. Parce qu'il y a aussi les touristes, comme j'ai dit aussi, qui sont là et qui veulent aussi avoir leur courrier. Et en parlant de la Poste, la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse propose de réduire le coût des transmissions postales dans les Outre-mer. Eh bien oui, on a toujours des surcoûts à tous les niveaux, nous. Un point de son programme pour nos territoires qui a été présenté ce jour lors d'une réunion publique, avec effectivement ses soutiens. Le reportage. Alors, beaucoup de choses. Il y a d'abord l'ensemble des mesures nationales qui s'adressent à toutes les Antilles, mais il y a aussi des sujets spécifiques sur les Antilles et notamment sur la Guadeloupe. Alors, je pense bien sûr tout d'abord aux mesures sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur le panel des produits. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 200 produits référencés, d'avoir un panel beaucoup plus large qui corresponde à la consommation réelle et quotidienne de nos compatriotes. Il y a aussi des spécificités sur le coût de la téléphonie qui aujourd'hui a un coût exorbitant. C'est pour ça que Valérie Pécresse propose un programme, une loi programme sur 10 ans. Réduire aussi le coût des transmissions postales. Problème spécifique à la Guadeloupe et également sur la gestion de l'eau, l'adduction d'eau. Aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est un des rares départements français où on a des vraies difficultés d'approvisionnement en eau, mais aussi celui de la gestion des eaux usées. Donc voilà quelques-unes des mesures très spécifiques. Et puis après, tout ce qui concerne l'outre-mer de manière générale. Tous les territoires sont un enjeu pour Valérie Pécresse parce qu'en fait, elle estime que nous sommes tous égaux et tous les territoires sont importants. Et la Guadeloupe en particulier, l'outre-mer, Valérie les a dans le cœur. Et c'est pour ça que le programme qui est sorti pour l'outre-mer, contrairement aux autres candidats, ce n'est pas un énarque qu'il a fait. C'est un programme qui a été co-construit. Les 12 territoires ont co-construit ce programme. Et ce programme est le reflet de nos préoccupations, de nos attentes et de l'ambition qu'elle a pour nous, pour les outre-mer. Le programme de Valérie Pécresse reste le programme qui va apporter solution à la Guadeloupe pour le chômage, pour la santé, pour la sécurité, pour la justice, pour l'agriculture. La Guadeloupe, c'est l'Europe et nous défendons au niveau de l'Europe. Donc le programme de Valérie Pécresse reste le programme le plus important, le programme le plus cadré par rapport aux autres candidats.
Elle a l'expérience de la gestion de grandes collectivités. Ça s'apprend. C'est-à-dire quand elle a porté la réforme de l'université, c'était une réforme difficile. Elle a réussi. Quand il s'agit de tenir les dépenses publiques, elle l'a montré lorsqu'elle était ministre du Budget. Et elle administre avec beaucoup de talent une des régions les plus compliquées de France, celle de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est capable de rendre des comptes. Et ce qu'il faut, et notre stratégie aujourd'hui, c'est de faire connaître ces propositions et de montrer à la fois la solidité qui est la sienne, sa détermination et celle d'avoir un programme crédible. Un reportage signé Alexandre Dover. Et maintenant, on enchaîne avec la collectivité départementale qui était en visite aujourd'hui à l'hôpital Beauperthuis de Pointe-Noire. De les avoir tous les deux, c'est extraordinaire parce que ça nous permet donc, de présenter notre établissement, de présenter nos difficultés qu'ils voient sur le terrain. Et puis, ce que nous attendons, c'est leur accompagnement. Pas faire à notre place, mais nous accompagner dans les stratégies et dans les pistes les pistes d'action que nous allons définir avec notre projet médical et notre projet d'établissement. La situation financière de l'établissement est pas bonne. Et pour garantir une soutenabilité financière, nous ne sommes pas en ce moment en état de le faire, même avec une activité au maximum. Donc nous avons besoin de l'accompagnement des collectivités, comme nous avons besoin de l'accompagnement de la tutelle ARS. Les éléments qui ont été présentés montrent qu'au-delà des problèmes d'équipement, il y a un véritable problème de projet hospitalier, projet d'établissement, puisque Madame la directrice expliquait qu'il y a un déficit et que même à 100% d'activité, le déficit serait réel. Donc ce qui est nécessaire de revoir le projet hospitalier. Et nous allons pouvoir travailler ensemble sur cet aspect. Mais ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer aussi, il est important que tout cela soit intégré dans un projet global sur la Guadeloupe. Puisque le but, c'est de faire sur l'ensemble du territoire que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Ici, l'hôpital est ciblé sur les aînés et l'addiction. Donc nécessité qu'on puisse répondre à cette demande au niveau de la Guadeloupe. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il puisse avoir un hôpital de proximité. Le président de région rappelait que si on a un souci d'urgence sur la Côte-sous-le-Vent, cette nécessité qu'entre Selborne et Beauperthuis, qu'il puisse y avoir donc, des réponses. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la Guadeloupe, il faut de grosses structures comme le CHU de Pointe-à-Pitre, comme le CHU de Basse-Terre, et de voir comment répartir l'offre de soins sur l'ensemble donc, du territoire. Cela va nécessiter un accompagnement à moyen mais à long terme. Donc c'est pour ces raisons que département et région, nous avons tous deux désigné donc, des référents qui vont travailler avec la direction de l'hôpital pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter sur la stratégie à mettre en place et sur les moyens financiers qui devront y être associés. Nous avons décidé aujourd'hui de venir l'écouter, voir un peu les dispositions parce que Madame Lariflet est la directrice de l'hôpital Selborne. Avec les événements, elle a eu en charge lui, Daniel Beauperthuis, ici à Pointe-Noire. Étant donné que la région a pris des mesures depuis tantôt pour pouvoir accompagner tout ce qui est maison de santé en Guadeloupe, notamment le CHU, ici à Beauperthuis, Selborne, Basse-Terre, Capesterre aussi, Marie-Galante, et surtout la faculté de médecine de plein exercice que nous avons lancée depuis plus de 3 ans. Nous avons mobilisé 50 millions depuis un moment. Après un appel du professeur Gentil, j'ai dû faire une intervention importante auprès du président de la République en personne pour que nous puissions avoir le 2e cycle en médecine en Guadeloupe. Donc je suis vraiment très satisfait car aujourd'hui c'était une annonce que j'ai voulu faire pour la directrice, pour la santé, que nous avons dans le cadre de Reactu mobilisé 20 millions pour accompagner la santé. Nous voulons que nos hôpitaux ici en Guadeloupe soient vraiment performants, notamment avec les scanners, l'IRM de Basse-Terre, scanner à Selborne, scanner à Capesterre et d'autres aménagements, constructions que nous voulons vraiment accompagner ces établissements de santé. Et lors de cette visite justement à l'hôpital Beauperthuis de Pointe-Noire, une petite délégation de personnel soignant suspendu affilié à l'UTS UGTG ont interpellé les élus sur leur devenir. Ils seraient a priori
500 au bas mot à ne plus avoir de ressources et avoir de grosses difficultés pour s'en sortir. Regardez. Ça fera bouger les lignes. L'idée vraiment de mettre en place ce colloque institutionnel, c'est pouvoir justement croiser le regard entre les deux, les institutions et les acteurs de terrain, et surtout aussi recréer ce dynamisme de travail en concert pour que nos instances et nos acteurs de terrain puissent travailler et permettre justement de réduire, à contribuer à la prévalence de l'obésité. Parce que nous étant sur le terrain, nous voyons un peu ce qui se passe et nous pouvons... Désolé, un léger petit souci technique par rapport justement au sujet précédent, à savoir cet échange entre Guy Losbar et des syndicalistes de l'UTS-UGTG qui représentent donc des personnels suspendus. Regardez. Ils n'ont pas avoué qu'il faut positionner les autres pour défendre nous, nous que ça nous rien fait. Et ce n'est pas des menaces en l'air que nous avons fait aujourd'hui là, c'est la population nous que nous avons pris soin aujourd'hui là. Moi, je suis infirmière. Là, quand vous patients en moi, là, en en addiction, en chimie, parce que le service n'est pas ouvert, en cas poser en question. Population, nous, jeunesse, nous, besoin, nous, aujourd'hui là. Et nous, là, nous, pas garder. Nous, pas attendre pour petit mandat, nous, non. Si vous voulez, nous, à côté, à eux, pour travailler dans de bonnes conditions, aidez-nous aussi. Parce que c'est plus de 500 personnes qui suspendent. Et qui dit 500 pères et mères de famille suspendent, qui dit des familles guadeloupéennes qui ont en grande difficulté. Même s'ils n'ont pas aimé l'UTS-UGTG, nous pouvons comprendre, nous attendons. Mais nous attendons un service de diabétologie fermé, que d'autres soins ne peuvent pas balayer les patients en nous posant les bonnes questions. Si ce n'est pas eux qui défendent nous en tant que Guadeloupéens, qui est-ce qui défend nous? On est trois petits gens qui ont grandi. On veut dire que j'ai de la fierté en moi, c'est de mener combat là ça. Mais il faut nous gagner et vers les autres aussi. Donc là, nous avons devant la porte à autres. Pas gazer nous, M. Losbar. Prends en compte nous. Jod là, c'est vous qui nous devons monter, descendre là, il voit M. Macron et le prochain président qui est élu là. Mais représentez-nous dignement, M. Losbar. C'est centenaire à dire Jod là. Merci, Mme. Ils ne sont pas sans réponse, puisque depuis toujours, j'ai expliqué que concernant l'obligation vaccinale, quelle était notre position. Nous avions dit que c'était une compétence au niveau de l'État, mais nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir une cellule d'accompagnement. Cette cellule d'accompagnement permet à ce qu'on puisse être accompagné sur 3 ans de salaire. C'est entre 60 et 80 000 euros pour certains, pour leur redéploiement. Et donc il y a un certain nombre de soignants qui ont fait le choix de ne pas intégrer cette cellule et qui se trouvent aujourd'hui en situation de non-emploi. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, comme moi-même pour le SDIS, je n'ai pas sanctionné les pompiers, c'est plus de 1500 pompiers. Je n'ai sanctionné personne, j'ai fait un acte politique en fonction donc, de mes convictions, même si je suis pour l'obligation vaccinale. Et dans ce cas-là aussi, c'est un choix politique, quelles que soient les conséquences, il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir donc, des conséquences. Donc c'est ce discours que j'ai eu, que j'ai toujours eu, une démarche donc, de responsabilité. Une affaire à suivre quant effectivement à ces suspensions de personnel soignant à l'heure où au national, certains médecins appellent à leur réintégration. Effectivement, vu que le pass vaccinal a d'ores et déjà été arrêté et que la vaccination ne fonctionne pas aussi bien que prévu, voire pas du tout comme prévu d'ailleurs. Et on enchaîne avec le colloque sur l'obésité organisé par la région Guadeloupe. De mettre en place ce colloque institutionnel, c'est pouvoir justement croiser le regard entre les deux, les institutions et les acteurs de terrain, et surtout aussi recréer ce dynamisme de travail en concert pour que nos instances et nos acteurs de terrain puissent travailler et permettre justement de réduire, à contribuer à la prévalence de l'obésité. Parce que nous étant sur le terrain, nous voyons un peu ce qui se passe et nous pouvons apporter justement cette aide aux instances qui permettent de financer et mettre en place des actions de prévention. Il faut se dire que la prévention, c'est vraiment l'outil important pour pouvoir réduire la prévalence de l'obésité. Je suis là à 2 titres, en tant que maire, puisque les manifestations se passent en grande partie à Basse-Terre, mais également en tant que cardiologue, médecin du sport. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur depuis des années. Donc il y a effectivement eu
des organisations de manifestations dans les écoles pour sensibiliser les enfants au goût. Donc c'est les écoles du goût que Agos avec la ville de Basse-Terre a mis en place. Il y aura dimanche une marche très importante sur l'obésité avec des stands organisés en partenariat avec l'Agos, mais c'est l'Agos qui organise, nous sommes partenaires avec d'autres. Et puis aujourd'hui, cette conférence sur plusieurs thèmes. Je vais aussi intervenir sur les chiffres de l'obésité. Nous avons fait une très très belle étude Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie par un groupe de médecins scientifiques, le groupe Agrume, le groupe de réflexion ultramarin. De très très belles études ont été faites, de belles publications. Je vais très synthétiquement les présenter. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que certes, il y a l'alimentation, mais il y a surtout la sédentarité qui a énormément touché nos jeunes depuis quelques années. Plus de télévision, plus d'informatique, plus d'ordinateurs. Et beaucoup se joue là-dessus. L'inactivité physique des jeunes. Et pour terminer, quand on compare une classe de collège, le record qu'elle est capable de faire sur un 400 mètres par rapport à ce que faisaient nos élèves du collège il y a 20 ans, il n'y a pas photo, nos enfants sont moins performants qu'il y a 20 ans. Faire ce travail en concert, qu'on puisse vraiment se poser la question, comment arrêter cette pandémie qui galope sur le territoire en Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Félix. Et retour maintenant sur cette signature de convention des acteurs du numérique en Guadeloupe, comme le MEDEF ou encore Guadeloupe Tech. Il s'agit pour eux de faciliter l'implantation de ces nouvelles technologies. On sait que le marché va être orienté très grandement vers les métiers du numérique. Donc bon, regardez. C'est important puisqu'en fait aujourd'hui on avait chacun des actions de notre côté et souvent on se retrouvait un peu à faire les mêmes choses en termes de sensibilisation auprès de publics différents. Et là l'objectif c'est qu'on puisse allier les initiatives des uns et des autres, donc de Guadeloupe Tech, de la French Tech Guadeloupe, du CLUSIR, de l'UDE MEDEF, pour pouvoir aller au plus près en fait des personnes qui ont besoin de ces informations-là, d'être le plus efficace, de pouvoir mutualiser en fait un certain nombre de choses et notamment au final les moyens, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller plus loin et toucher encore plus de monde. L'objectif de cette convention, nous, en tant que l'Union des entreprises de la Guadeloupe, c'est d'être un facilitateur auprès de toutes ces associations qui portent cette nouvelle technologie, parce que c'est vraiment l'industrie de demain. Cette convention est justement fondamentale, parce qu'elle va simplement permettre une synergie entre les experts de la cybersécurité, les experts du numérique, les experts de l'innovation avec la French Tech, mais surtout les chefs d'entreprise, ceux qui sont au pilotage des entreprises qui permettent de générer effectivement de l'emploi, de pouvoir préparer, de pouvoir renforcer la Guadeloupe d'aujourd'hui et préparer également la Guadeloupe de demain, au niveau aussi bien de l'emploi que des perspectives vis-à-vis de l'extérieur. C'est un secteur clé, c'est un secteur porteur d'avenir, c'est un secteur porteur de l'économie guadeloupéenne qui demain matin va permettre à nos jeunes soit de revenir, soit de rester et de se développer dans notre pays. Actuellement, il n'y a aucune entreprise qui peut dire je ne suis pas concerné. Tout simplement parce que même si c'est une toute petite entreprise qui n'a pas d'ordinateur, mais son comptable a un ordinateur. Donc ça veut dire que si son comptable perd les données, il sera impacté. Si en plus vous vous retrouvez par exemple à perdre les informations de vos clients ou d'un appel d'offres, la sanction peut être immédiate. Donc effectivement, et c'est vraiment fondamental de comprendre que la cybersécurité concerne tout le monde et que ça demande avant tout, pas de la technique, mais simplement une réflexion pour mettre en œuvre les bonnes mesures. On parle vraiment de marketing territorial, hein. C'est bien ça le mot, hein. C'est-à-dire quelle est l'image qu'on veut renvoyer de la Guadeloupe au national et surtout à l'international. Là, la vocation est de renvoyer une économie du numérique forte en Guadeloupe. Le constat est clair, hein. On a beaucoup de concours qui sont au niveau national et international et des startups guadeloupéennes gagnent. Donc pourquoi on gagne à l'extérieur et à l'intérieur on n'est pas organisé? Donc cette convention aura l'ambition et surtout la vocation de coordonner, de mettre une cohérence sur ce territoire qui est le nôtre, qui est rempli d'intelligence et qui permettra surtout de rayonner au national et à l'international. Des images signées Maxime Morel. Et on se rend maintenant au collège Félix Éboué où les femmes ont été mises à l'honneur.
Nous avons décidé de faire cette manifestation au sein du collège Félix Éboué parce que c'est un moment pour pouvoir sensibiliser les élèves sur l'égalité homme-femme et surtout leur montrer qu'il y a des femmes qui font des métiers dits hommes. Vraiment très intéressant de pouvoir être au contact de notre jeunesse et puis un peu démystifier le métier de pilote de ligne. Donc effectivement moi, Mylène Jacobi-Kouali, j'ai 42 ans et j'ai un parcours un peu spécial où j'ai commencé à travailler dans les bureaux, en administratif, et puis puisque toute jeune, je voulais faire ce métier de pilote de ligne, mais j'étais pas vraiment très sûre de moi. Et donc finalement, les années passent, et puis je suis repartie en formation. Et puis étant sûre, étant déterminée, et puis ayant le soutien de ma famille aussi, je suis partie et voilà, me voilà aujourd'hui pilote. Être femme, c'est une chose. Être mère, c'en est une autre. Mais pouvoir choisir sa profession, son métier, c'est idéal, c'est magnifique. Donc ne pas hésiter, quel que soit son âge, de choisir ce qu'on veut faire et d'y aller. De ne pas écouter les autres qui disent oui mais c'est pas pour toi, tu es peut-être une femme, donc c'est pas possible. Allez-y, allez-y, c'est vous qui savez. Par contre oui, il faut faire preuve de détermination, de courage et ça c'est très important. Mon père est sapeur-pompier, comme Madame Bougoun, et je voulais, et comme j'ai vu qu'entre 11 et 18 ans on peut devenir, on peut pas vraiment devenir, mais on peut faire pour aider les sapeurs-pompiers, j'aimerais bien participer. Et après, peut-être devenir sapeur-pompier également. Si je pouvais donner donc un conseil à ces jeunes qui cherchent leur voie, donc ils n'hésitent pas, quel que soit le parcours qu'ils empruntent, il est toujours possible d'accéder à sa voie. Et là, je m'adresse donc aux jeunes filles qui souhaitent intégrer donc le milieu des hommes. Il est tout à fait possible qu'il faut faire preuve d'audace et de détermination afin de pouvoir faire tomber ces clichés, les stéréotypes que les femmes n'ont pas leur place au milieu des hommes. C'est à nous, femmes, hommes également, au quotidien, de faire ce qu'il faut, pas à pas, de regarder la personne qui est à côté de soi, de dire tu es une femme peut-être, mais tu fais ce qu'il faut. Donc on y va. On a encore beaucoup de boulot en ce qui concerne l'égalité homme-femme, mais on progresse, même si ça prend énormément de temps. Et maintenant, je reçois Nadia Léon Prosper, qui est directrice de l'association Absaker. Elle est en compagnie de Clamy Labirin, qui est référent jeune également à l'Absaker. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va débuter quand même par présenter l'Absaker. Qu'est-ce qu'on fait au sein de votre association? Voilà, alors déjà merci pour l'invitation. Donc, Absaker, en fait, on va déjà commencer par dire ce que ça veut dire, parce que c'est un acronyme. Donc, APSA, ça veut dire Association pour la promotion sociale des adultes. Et comment on fait ça? Par le CARE, donc le conseil, l'aide à la réalisation de soi et l'entraide. Voilà. Donc, c'est une association qui a une grande ambition, mais une ambition tout à fait humble, celle d'accompagner, comme le titre l'indique, toute personne qui a des défis d'ordre socio-professionnel. Voilà. Toute personne. Il n'y a aucune distinction, ce n'est pas des publics en difficulté, des publics particuliers, c'est tout le monde, tout le monde. Alors, la question est très pertinente. Donc, aujourd'hui, en tout cas, nous accompagnons des personnes qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, ça nous fait encore rentrer dans un autre dispositif. Mais là, nous nous adressons à des adultes qui ont le privilège d'avoir donc ce type de contrat, mais ils travaillent dans des structures dites structures d'insertion par l'activité économique. Donc c'est encore spécial, et ça c'est le Pôle emploi, la porte d'entrée, c'est le Pôle emploi. Et puis aussi, nouvellement, nous accompagnons les jeunes de 16 à 18 ans, donc on précise 18 ans moins un jour, c'est 17 ans révolus. Et ces jeunes-là, justement, on va en parler après, nous les accompagnons de manière à ce qu'ils se resocialisent, remobilisent autour d'un projet de vie. D'accord. Voilà. Donc vous êtes un peu sur l'ESS, vous êtes en économie sociale et solidaire. Alors, on est pour le champ des adultes sur l'ESS, sur l'économie sociale et solidaire, effectivement. Mais en ce qui concerne les jeunes, nous ne sommes pas dans le cadre de cet écosystème. D'accord. Voilà. D'accord. Tout à fait. C'est un peu particulier pour les jeunes. C'est particulier, et c'est particulier pourquoi? Parce que c'est un
comment dire ça, c'est un programme d'État, c'est pas un programme qui dépend de nous, c'est le gouvernement actuel qui l'a initié, voilà, dans le cadre de l'obligation de formation qui est née en juillet 2019. Donc, tout le monde connaît l'obligation de scolarité de 3 à 16 ans. Mais voilà, eh bien, celui-là... Il y a une obligation de formation maintenant ? Voilà, ça a été prolongé. L'obligation de scolarité a été prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. Donc, c'est très méconnu. Je crois aussi. C'est très méconnu. Oui, c'est méconnu pour l'instant. Donc, justement, on est venu aussi pour le divulguer, pour le présenter. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, au sein de votre structure... Voilà. Allez-y. Non, je disais juste que CAPSACARE a 12 ans d'existence, voilà, et cette association a accouché après que j'ai perdu mon emploi brutalement suite à la liquidation de l'AFPA. Certains, voilà. Qui est un centre de formation, l'AFPA. Exactement, c'est ça. Donc on a commencé par être centre de formation au départ, et comme j'aime à dire, on a formé, mais on s'est rendu compte que former, ce n'était pas suffisant, et on a voulu transformer. D'où l'accompagnement. Donc vous pouvez enseigner le rebond. Exactement, c'est ça. Vous maîtrisez le rebond. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose dans le milieu entrepreneurial, mais aussi le milieu salarié. Et donc, vous mettez en place un parcours personnalisé donc, en faveur des jeunes de 16 à 18 ans. Absolument. En quoi il consiste concrètement ? Alors, donc ce dispositif est né, comme je disais tout à l'heure, donc de la volonté du gouvernement, qui, en fait, comment vous dire ça ? Qui veut lutter contre la pauvreté et toute forme de pauvreté. Et donc, dans le cadre du programme France Relance, il a notamment été initié ce parcours personnalisé pour les jeunes. Voilà. Donc, l'association a répondu à un appel à projet de la DETS Guadeloupe, qui représente le ministère du Travail sur le territoire. Et parce qu'on a été vraiment on s'est senti impliqué et on s'est senti concerné par ces jeunes. Alors je précise, ça s'est fait avant qu'il y ait les jeunes sur le barrage, parce qu'on aurait pu croire que c'est un effet d'opportunité, mais non. mais non. Voilà. Et donc, voilà. Alors, si je devais résumer ce dispositif, je dirais que c'est comme un hub. J'aime apprendre cette image. Vous voyez, comme une plateforme, on va à l'aéroport, on est sur cette plateforme et chacun va là où il veut aller, là où il a décidé d'aller. Eh bien, nous, c'est ce que nous sommes. Et c'est important que je le précise. Pourquoi ? Parce que les gens confondent ou se perdent un peu dans tous les dispositifs qui existent pour les jeunes en ce moment. Donc on fait la promotion. Une démultiplication des dispositifs. Mais vraiment. Et il y a de quoi s'y perdre. Alors, eh bien, nous venons en amont de tout dispositif. Si les auditeurs devaient retenir une chose, retenez que nous venons en amont de tout dispositif en direction des jeunes et nous sommes là pour les resocialiser, comme j'aime à dire. C'est un moment pour eux. Ils vont décider de prendre l'avion, ils vont décider d'aller à gauche, à droite, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand ils... Voilà. Donc, comme je dis, c'est un temps pour eux. C'est un temps... alors, volontairement, ce n'est pas un dispositif de formation. C'est un dispositif d'accompagnement. Donc, on fait le point avec eux. On travaille sur la mobilité. On travaille sur pourquoi ils ont échoué à l'école, pourquoi ils ont décroché à l'école. Donc, on travaille pour cela avec des psychologues. Et on a mis, il nous faudrait tout le journal pour pouvoir décrire tout ce qu'on a prévu. Oui, c'est parce qu'on a rencontré certains jeunes et justement, ils étaient en décrochage. Ils étaient mal orientés. Et quand on regarde bien notre mission d'accompagnement avec ces jeunes, on remarque qu'effectivement, on vient en amont de tous les dispositifs. Effectivement, il y a d'autres centres qui proposent les mêmes choses que nous, mais malgré ça, on regarde bien. C'est vraiment nous qui sommes en amont de tous les dispositifs. Donc, quand un jeune passe près de nous, c'est comme s'il avait un bagage, au lieu d'avoir un petit CV, il a vraiment un bagage sur le dos. Et comme ça, il peut se présenter devant une entreprise, retourner à l'école s'il veut, rentrer en insertion, mais avec connaissance de cause. C'est surtout ça, il faut retenir aussi. Donc, je lance un appel à tous les jeunes ou les parents qui seraient dans ce besoin, qui se sentent comme si délaissés ou ils ne font rien, de venir vers nous. À l'APSACARE, on pourra trouver une solution. C'est exactement ça. C'est ça, c'est un accompagnement sur mesure qui est fait pour les jeunes.
Et la conclusion pour Madame la directrice? Alors la conclusion, oui, c'est ça, Monsieur Labirin l'a dit. On lance, c'est ça, un appel vraiment d'abord aux familles, parce qu'il s'agit de mineurs, hein, d'accord, même si on entend 18 ans, mais c'est 18 ans moins un jour. Donc on lance un vibrant appel aux parents, aux familles, aux parrains, marraines, cousins, cousines, oncles, qui nous entendraient ce soir, et qui, on n'a pas nommé le nom de notre dispositif, il s'appelle PAIPS, P-A-I-P-S, qui veut dire parcours d'accompagnement à l'insertion professionnelle et sociale, et on leur lance cet appel pour qu'ils viennent nous voir afin qu'on puisse leur présenter le contenu du dispositif et s'ils ont envie de vivre des expériences intéressantes, d'apprendre à se connaître, de mettre des noms sur des échecs, chez nous ce ne sera pas un échec, ce seront des axes à améliorer et on les aidera donc à relever toutes sortes de défis. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia Léon Prosper, je le rappelle, directrice de l'association Absaker, et Clamy Labirin, qui lui est un référent jeune auprès de l'Absaker. Merci d'être venu nous présenter effectivement vos activités au sein de l'association, mais aussi ce nouveau dispositif de parcours spécial et personnalisé qui est en faveur des jeunes de 16 à 17 ans et des très poussières, mais en tout cas 18 ans moins un jour. On a bien retenu. Et vous êtes un dispositif qui est donc en amont de tous les autres dispositifs avant d'aller dans un centre de formation, peu importe. Adressez-vous d'abord à l'Absaker et après, eux-mêmes, pourront vous former, et pas vous former, mais vous orienter du mieux qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, de toute façon, on va vous passer effectivement un petit clip. Yann Chumitra, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette édition et pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 18h30. Un bon week-end à vous. Bisous, bisous tout le monde. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me